Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, comprendre l'évolution dynamique de notre économie, de la production à la transformation. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a publié un essai. Le Premier ministre Patrick Achi était à la dédicace de cet ouvrage. L'œuvre fait un état des lieux, présente les enjeux actuels et évoque les grands défis en lien avec le contexte économique mondial. 440 milliards de francs CFA pour les secteurs de l'éducation et l'énergie. Ce soutien de la Banque mondiale matérialisé par la signature de conventions entre la directrice des opérations et le gouvernement ivoirien. Cet appui s'inscrit dans la poursuite de son accompagnement à la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. D'autres défis à suivre dans le dossier Vidici, des constructions menaçant ruines sont toujours habitées à 13 villes comme dans le reste d'Abidjan. Le ministère de la Construction dénombre 79 bâtiments. Les installations et normes techniques ne sont pas respectées. Un gros plan sur ces bâtisses dangereuses. Au Burkina Faso, au moins 18 morts, dont 16 supplétifs de l'armée. C'est le bilan publié ce vendredi 20 janvier par des sources sécuritaires. Elles évoquent 2 attaques de terroristes présumés dans le nord et le nord-ouest du pays. Et commençons ce journal avec ces images. Le président de la République, Alassane Ouattara, en déplacement hors du pays ce vendredi 20 janvier 2023. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris la direction de l'Hexagone. Le chef de l'État a donc quitté Abidjan à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët pour un séjour en France. C'est un ouvrage pour comprendre l'évolution dynamique de notre économie, partir de la production à la transformation. C'est l'objectif visé par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, est l'auteur d'un essai de plus de 300 pages dédié à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi était à la cérémonie de dédicace que nous voyons avec Franck Wadio. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce postulat de base caractérisant le développement économique de la Côte d'Ivoire a évolué depuis les années 60. D'une économie portée par la production agricole, la Côte d'Ivoire arbore aujourd'hui les couleurs de la transformation des biens et services. C'est ce changement de structure que les experts appellent changement structurel d'une économie, et l'inspecteur général d'État depuis 2017, Théophile Awandoli, économiste reconnu, dresse dans cet essai de 332 pages intitulé « La transformation structurelle de l'économie ivoirienne », le tableau spécifique de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage, c'est 3 grandes parties et c'est 9 chapitres. En 1960, la Côte d'Ivoire avait un PIB de 760 milliards et qu'aujourd'hui, on est qu'à 45 000 milliards. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a fait un pas important, mais pas suffisant pour devenir un pays industrialisé. Donc, dedans également, modestement, j'apporte un certain nombre d'éléments, des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir arriver aux pays comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, comme la Malaisie. L'œuvre relève les bons qualitatifs effectués par la Côte d'Ivoire en termes de croissance, mais dans le cadre des perspectives met en lumière les secteurs stratégiques à parfaire. Il faut multiplier les infrastructures, ce n'est pas suffisant. C'est l'énergie, c'est l'eau, tout ce qui contribue à la productivité des entreprises. Et également au niveau des financements, il faut que les banques s'engagent un peu plus aux côtés des entreprises ivoiriennes. Il y a la formation qui est extrêmement importante. Un outil d'orientation économique publique donc, autant utile pour enseignants, étudiants et autres consultants, ce qui explique la présence effective de plusieurs personnalités institutionnelles dont Ngolo Coulibaly, Aka Awele et le roi Désiré Montano, ainsi que plusieurs ministres de la République, tous venus s'approprier l'ouvrage et justement, président la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi note l'impact de cette création littéraire sur l'exécution du programme gouvernemental. Vous avez fait référence à des pays, à des lieux, à des écrits et à l'évolution de l'économie de ces pays-là, en particulier ceux du sud-est asiatique, qui ont été les sources d'inspiration essentielles de Côte d'Ivoire 2030. Et les exemples que vous avez choisis sont justement ceux-là même
qui fondent cette Côte d'Ivoire solidaire. Cet ouvrage vient donc compléter, éclairer le document Côte d'Ivoire solidaire et le mettre certainement encore et plus que jamais au niveau de compréhension de la majorité de l'opinion. En résumé, ce livre fait une analyse exhaustive de toutes les questions économiques et permet aux lecteurs de disposer d'un outil qui leur permette de mieux appréhender cette transformation structurelle de notre économie. Une présentation d'ouvrage suivie dans les prochaines semaines de plusieurs rencontres avec le monde universitaire à travers le pays. L'auteur de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne est à son 4e ouvrage après les 2 tomes du Réveil de l'éléphant d'Afrique et du Manuel de finances publiques. La Banque mondiale poursuit son accompagnement à la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan national de développement 2021-2025. Cette institution met à la disposition du pays la somme de 440 milliards de francs CFA, un montant pour soutenir les secteurs de l'éducation et de l'énergie. Le gouvernement et la directrice des opérations ont signé la convention. Mamadou Kouassi. 2 signatures d'accords d'une valeur totale de 440 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, représentée par sa directrice des opérations Côte d'Ivoire. Des conventions portant sur la valorisation des acquis des États généraux de l'éducation et l'opération nationale de numérisation d'accès à l'électricité, MEDA. Soutient le programme national du ministère qui cible 8,4 millions d'enfants dans le préscolaire et le primaire, ainsi que plus de 66 500 enseignants dans l'éducation de base. Il va également permettre de construire 3000 nouvelles salles de classe en moins de 5 ans, et ainsi améliorer de façon substantielle la gouvernance du système éducatif. Le NEDA est destiné à augmenter l'accès à l'électricité à moindre coût pour le plus grand nombre, principalement dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce financement vient en appui à des programmes existants du gouvernement. À terme, le financement NEDA permettra, notamment via le PEPT, à près de 1,9 million de personnes d'être connectées au réseau d'électricité et couvrira 20% des besoins de la Côte d'Ivoire en matière de nouveaux branchements dont elle aura besoin pour atteindre son objectif d'accès universel à l'électricité pour toute la population. En plus de favoriser l'accès à l'électricité à tous les ménages, ainsi que ses avantages socio-économiques, la Côte d'Ivoire fait de la valorisation du capital humain un axe essentiel de son plan national de développement 2021-2025. En ce qui concerne le prêt éducation, il s'agit d'un ambitieux programme qui introduit une innovation majeure consistant à établir une corrélation entre les résultats réalisés et le financement octroyé. Il permet, tel dans un contrat d'achat de services, de motiver le personnel pour améliorer la quantité et la qualité des services fournis. Les nouveaux mécanismes adoptés dans le cadre de ce programme rehaussent donc le niveau d'exigence pour accéder aux ressources. Dans cette nouvelle dynamique, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien d'environ 10 milliards de francs CFA du partenariat mondial pour l'éducation. Et dans l'actualité également, les professionnels des secteurs de la communication et de l'économie numérique ont dressé le bilan des actions de 2022. Le ministre Amadou Coulibaly est revenu sur plusieurs questions, de l'aide financière aux médias, l'assainissement de l'affichage publicitaire, à la redynamisation de la poste. Des détails avec Didier Nguessan. L'année 2022 a été richement meublée au ministère de la Communication et de l'économie numérique. De la réforme de la communication publicitaire au décret sur les startups, en passant par de nombreux projets de loi qui, à terme, renforceront l'arsenal juridique du secteur, le ministère a bouillonné. À l'entame de la nouvelle année, chacun des acteurs fait le point de son secteur. Dans une étude réalisée en 2022 par le groupe de la Banque mondiale, et je cite, « La place du numérique dans l'économie ivoirienne progresse rapidement. En 10 ans, le nombre d'utilisateurs d'Internet est passé de 9% à 34% de la population. Le secteur des services de télécommunications a généré un chiffre d'affaires de 1139 milliards de francs CFA en 2021, soit près de 2 milliards de dollars, ce qui représente 3% du PIB, près de 3 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. La signature d'un contrat de performance entre l'État de Côte d'Ivoire et la SNPC pour la période 2023-2025, le soutien apporté à l'État à Edipresse qui a permis d'aider la société à éponger une partie de ses dettes vis-à-vis des éditeurs locaux et internationaux. Plusieurs conventions ont été signées en 2022 par la Poste avec des partenaires sur des sujets à caractère numérique.
La politique gouvernementale en matière de communication et d'économie numérique, mise en œuvre par le ministre de tutelle Amadou Coulibaly, a été en 2022 un vaste chantier avec un taux d'exécution satisfaisant. L'étude de la restructuration de la gouvernance des structures du secteur de l'économie numérique. Nous avons aussi initié l'opérationnalisation de la stratégie nationale du développement du numérique, la création du Comité national de digitalisation de Côte d'Ivoire, CNDigit. Nous avons également lancé l'étude sur l'analyse du nouveau modèle économique du secteur de la presse. Une réforme du secteur de la publicité en Côte d'Ivoire à travers une digitalisation complète. Les défis restent importants en perspective, notamment les moyens mis à la disposition de la RTI pour la réussite de la couverture médiatique de la CAN 2023 qui se jouera en 2024. Le déploiement total de la TNT sur le territoire national en réglant le problème des zones blanches et le doublement de la contribution de l'économie numérique au PIB, passant de 3 à 6%. Et de bonnes perspectives aussi au niveau des ressources animales. Une compagnie ouvre une usine de production d'aliments pour les animaux. L'inauguration s'est déroulée à Tingué, marquant aussi le démarrage officiel des activités. Des membres du gouvernement ont salué cet investissement du groupe Amidia-Rasouba, Godefroy au Kambawa. Bonne nouvelle pour les acteurs du secteur avicole. Une usine de production d'aliments finis de haute qualité vient de voir le jour. Elle est dotée d'équipements de pointe aux normes européennes, avec une capacité de 120 000 tonnes par an, soit environ 35 millions de poussins nourris. Cette infrastructure vient répondre ainsi à deux préoccupations du gouvernement, l'amélioration de la couverture du pays en protéines animales de qualité et la lutte contre le chômage avec la création de centaines d'emplois directs et indirects. La croissance rapide de l'économie ivoirienne stimule la demande d'aliments locaux. Pour devenir plus autosuffisant, il est important d'augmenter la production locale de protéines animales. Avec notre expérience et nos connaissances dans le domaine de la nutrition animale, DEUS est le partenaire idéal pour contribuer à une production locale. Cette usine vient aider les éleveurs à augmenter leur productivité. Pour rendre cette politique qui a une valeur de près de 1 000 milliards de francs CFA, plusieurs réformes ont été engagées, parmi lesquelles figure la problématique d'une alimentation animale de qualité et en quantité suffisante. L'inauguration de cette usine apparaît donc comme une contribution à la résolution de cette problématique. La capacité de notre pays à atteindre son autosuffisance dans ce secteur est naturellement une priorité absolue compte tenu des enjeux en matière de sécurité alimentaire régionale et dans le contexte plus global de demande croissante en produits animaux de qualité. Je me réjouis donc de l'installation, de l'implantation de cette usine qui vient renforcer la disponibilité des aliments de bétail et contribuer ainsi au développement des filières avicoles en Côte d'Ivoire. Je me réjouis également de l'impact socio-économique au regard de l'importance des investissements réalisés et des emplois créés, mais surtout des interactions qu'elle va engendrer avec les autres secteurs d'activité, notamment avec le secteur agricole. Et avec cette installation également, il y aura le transfert de technologies, je pense, entre le Pays-Bas et la Côte d'Ivoire en matière avicole. Bâtie sur une superficie de 3,5 hectares avec un coût global de 11 milliards de francs CFA, cette infrastructure vient confirmer la détermination du gouvernement à produire en quantité et en qualité pour le marché national et sous-régional. Et la grande famille du secteur routier s'est retrouvée ce vendredi à Abidjan pour évaluer les chemins parcourus. Conclusion, au moins 2500 milliards de francs CFA ont été affectés à la construction des infrastructures, mais pour davantage d'efficacité, le ministre Amédée Kouakou envisage d'appuyer les directions régionales, notamment en équipement. Lanciné Bakayoko. Au nombre des infrastructures routières réalisées, plusieurs grands chantiers, dont les axes autoroutiers Yamoussoukro-Bouaké, les ponts d'Abidjan, la périphérique Y4, les routes de Dabou et de Ndotré et même la côtière. Bref, ce sont plus de 2500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans ce domaine par l'État au cours de l'année écoulée. Nous sommes parvenus à tous ces résultats grâce à l'expertise et à la franche collaboration avec tout le secteur privé
représentés ici par le GIBTP et les groupements constitués par les PME. Avec l'appui du secteur privé, ce sont plus de 15 000 emplois cumulés qui ont été créés dans le secteur en 2022 sur l'ensemble de nos chantiers, avec près de 60% qui étaient occupés donc par les jeunes. Pour 2023, les interventions seront orientées vers la poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage des 1922 km de routes neuves et le renforcement d'environ 1000 km de routes revêtues. L'administration routière déconcentrée devra désormais jouer pleinement son rôle dans le suivi de tous les importants projets et dans la gestion des situations urgentes de coupure des routes, de divers travaux manuels de débroussement et de nettoyage des abords des routes et du curage des ouvrages hydrauliques. En effet, le gouvernement a autorisé en 2018 la réalisation d'environ 30% des travaux d'entretien routier en régie. Dans cette dynamique, des engins de travaux publics ont été acquis pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Objectif, équiper les parcs territoriaux, notamment de Touba, Kong-Divo, Korogo et Adzopé. Ces parcs d'engins permettront à l'administration routière d'être plus proche des populations afin de traiter avec plus de promptitude les situations d'urgence. Et arrêtons-nous un instant sur ce problème qui est aussi une situation d'urgence. Treichville, vous le savez, est l'une des plus vieilles communes d'Abidjan. Elle abrite des constructions menaçant ruines qui sont toujours malheureusement habitées. La mairie en a identifié 18. Des bâtiments à évacuer de leurs occupants et à démolir. En plus de Treichville, d'autres communes d'Abidjan ne sont pas épargnées, notamment en termes d'installation et de normes techniques non respectées. Le ministère de la Construction a identifié à ce jour 79 bâtiments. Alors question, comment amener les bâtiments, les habitants à quitter rapidement les lieux pour éviter le pire, surtout comment restructurer les quartiers cibles. Gros plan sur ces bâtisses dangereuses à démolir à Abidjan dans le dossier Vidicide ce soir avec Serge Coléa. Cette bâtisse est située dans la commune de Treichville, plus précisément à l'avenue 7, rue 20 Barré. Selon les riverains, sa construction date d'au moins 30 ans. Depuis quelques années, le bâtiment se dégrade, mettant en danger la vie de ses occupants, mais aussi des voisins. Pour moi, vous remarquez l'état des fers qui sont déjà sortis. Ça, on ne peut plus réhabiliter, il faut casser et puis reconstruire encore. Souvent, on ne l'est plus. Il y a des briques qui tombent sur le toit, mais il y a toujours des occupants sur l'immeuble. Bon. Souvent, quand ces gens de trucs arrivent, quand tu veux essayer de dénoncer, on te prend pour le méchant, le voisin méchant. Pourtant, nous sommes en danger ici. Après l'effondrement du meuble de février 2022 à Treichville, qui a fait 7 morts, la municipalité a recensé 18 bâtiments menaçant ruine. Nous, on est venus ici en 1956, de Doukoui. L'autre bâtiment qui fait face a été construit en 1994. Je suis là avec mes soeurs et mon frère. Ces habitations qu'on retrouve dans différents quartiers de la commune ne sont plus des lieux sûrs. Selon le constat d'expertise des spécialistes, mandatés par les autorités municipales, elles devraient faire l'objet de démolition. Les recommandations, ce sont que les évacuations se fassent maintenant. Le propriétaire, il est responsable de son bâtiment. Et si son bâtiment menace ruine, c'est lui qui doit prendre sur lui de démolir ce bâtiment. Mais nous, en tant que responsable au nom du ministre Amicha François, maire de la commune de Treichville, nous n'allons pas laisser les propriétaires seuls. Dans ces immeubles où la menace est quotidienne, les familles se disent conscientes du danger. On est à côté d'un cercueil. Hein. Oui, c'est ça. Et tu es là comme ça, tu peux tomber à tout. Ah, difficile. On va faire comment? Les propriétaires ou locataires invités à plier bagages rechignent à quitter les lieux. Le maman cherche un moyen pour quitter la cour. Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de moyen. C'est ce qui nous oblige de rester. Cette situation n'est pas spécifique à Treichville. Comme l'a fait la mairie de Treichville, il serait bon que toutes les mairies identifient sur leur commune les bâtiments qui menacent ruine. Le travail de l'Office national de la protection civile se fera. Nous ferons des contrôles, ferons des visites et nous sortirons un rapport qui déterminera la suite à donner. Dans le district d'Abidjan,
La plateforme collaborative de contrôle des constructions a identifié 79 bâtiments à démolir. Aujourd'hui, la question, c'est d'encourager les propriétaires à partir pour sauver des vies humaines. Ils n'ont pas le droit de mettre eux-mêmes leur vie en danger, à plus forte raison celle de leur progéniture et de leur famille. Il peut survenir un accident tout de suite. On nous reprochera le fait qu'on n'ait pas agi vite. Et ça, personne ne va nous le pardonner. Pour le directeur du guichet unique du permis de construire, la démolition s'impose comme une mesure qui sera avantageuse à long terme pour les propriétaires. Le bâtiment a une durée de vie. La valeur d'un bâtiment, c'est 30 ans. Au-delà de 30 ans, vous devez procéder à la réhabilitation, sinon votre bâtiment a une valeur nulle. Plus vous entraînez tout votre bâtiment, vous donnez encore la valeur à neuf au bâtiment. Les propriétaires sont invités à s'inscrire dans la nouvelle vision urbanistique des autorités. Des zones ciblées, nous pensons à Treichville, nous pensons à Djamé. Nous pensons également à Tekoubé. Ces zones-là ont besoin d'une restructuration. Le foncier appartient au privé et il n'est pas question de déposséder les populations de leurs fonciers. Il est prévu en accord avec eux, avec la sensibilisation pour qu'eux-mêmes comprennent qu'ils peuvent tirer beaucoup de profit en acceptant cette restructuration, en contractant avec des opérateurs économiques qui peuvent les accompagner dans la transformation de leurs bâtis en des bâtis beaucoup plus modernes, qui sera beaucoup plus rentable que les coûts communs qu'on voit dans ces quartiers. Ces 3 dernières années, le phénomène des écroulements d'immeubles a touché essentiellement les nouvelles constructions. Les enquêtes ont démontré que sur ces chantiers, les règles et normes sont foulées aux pieds. Aujourd'hui, pour lutter efficacement contre cette situation, il faut également prendre en compte les bâtiments vétustes et mal entretenus qui ne tiennent visiblement plus la route. C'était le gros plan sur ces bâtisses dangereuses à démolir à Abidjan dans le dossier Vie d'ici de ce soir avec Serge Koléa. Le ministre de la Santé a rencontré tous les acteurs du système sanitaire du pays. Pierre Demba a présenté les acquis de l'année écoulée. Il a aussi donné des grandes orientations pour une amélioration de la qualité des soins. Jean-Marc Dadji. Une centaine de membres de tous les ordres professionnels de la santé, directeurs de structures et associations à l'Institut national de la santé publique. Ces acteurs du système sanitaire ivoirien ont répondu massivement à l'invitation du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Objectif, dresser le diagnostic et présenter les nouvelles orientations. Plus de 75% des populations accèdent aujourd'hui à des soins à moins de 5 km. La Côte d'Ivoire enregistre 25 millions de doses injectées du 1er mars 2021 jusqu'à ce jour, soit 42% de la population totale vaccinée contre la Covid-19. Voici, entre autres, quelques acquis présentés par le ministre Pierre Demba. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et sous la conduite du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, le ministère a mis à la disposition des populations ivoiriennes de nouveaux établissements avec des équipements de pointe, notamment avec la réalisation de 3 CHR à Zopé, Mans et San Pedro. La réalisation de 2 hôpitaux généraux à Méagui et Danané et 70 établissements sanitaires de premier contact, un peu partout en Côte d'Ivoire. Nous avons également réhabilité 4 hôpitaux généraux, 4 CHR, 242 établissements sanitaires de premier contact, soit plus de 800 lits supplémentaires ouverts en 2022. L'accessibilité financière, la réforme hospitalière et l'opérationnalisation des 3 premiers pôles régionaux d'excellence santé PRS de San Pedro, Mans et Odiné s'inscrivent dans les nombreux défis du gouvernement. La généralisation de la couverture maladie universelle est un de nos objectifs majeurs à atteindre au cours de l'année 2023. Nous ne devrons pas perdre également de vue le maintien de la vaccination contre la Covid pour atteindre l'objectif vaccinal de 70% de la population afin d'être définitivement débarrassé de cette pandémie. La réforme hospitalière, pour sa part, doit être opérationnelle en 2023 et nous avons prévu que les conseils d'orientation et de surveillance seront opérationnels dans tous les 134 établissements publics hospitaliers. Les acteurs de la pyramide sanitaire se sont ensuite engagés à accompagner le ministre Pierre Demba dans ses missions. Au menu de ces échanges, 10 professionnels et volontaires élevés au rang de chevaliers, d'officiers et de commandeurs du mérite de la santé.
du matériel roulant offert aux directeurs régionaux de la santé. Les énarques en formation à la commission électorale indépendante, plus de 50 auditeurs veulent comprendre le processus électoral, l'organisation, le fonctionnement, les missions de l'instance électorale sont quelques points abordés. Cette formation qui se veut pratique est un prolongement des cours sur l'initiation au processus électoral. Les cycles moyens et moyens supérieurs de l'ENA ont donc bénéficié de 3 jours d'enseignement à la CEI. Le reportage de Sidonie Davila. De la théorie à la pratique pour ces futurs administrateurs en immersion à la CEI. Se frotter à la matière électorale, une expérience enrichissante pour ces énarques. Comme le dit Amadou Kourouma, dans son œuvre, Allah n'est pas obligé. Il faut toujours remercier l'arbre à carité sous lequel on a ramassé de bons fruits pendant la bonne saison. Oui. Les fruits de la connaissance de la CEI sont abondants pour nous. L'immersion des énarques à la commission électorale indépendante est initiée depuis l'an dernier. Ils sont prêts à l'emploi en tant qu'autorité administrative. Ils seront donc en contact avec la commission électorale indépendante. Donc il était mieux qu'ils puissent venir et de plus près entendre les autorités électorales de notre pays. Et cela pourrait conforter ce qu'ils ont pu avoir comme information là-bas en classe. Pendant 3 jours, les auditeurs des cycles moyens, moyens supérieurs et supérieurs de l'ENA ont arpenté les couloirs de la CEI. Ils se sont imprégnés du fonctionnement, des attributions et de l'organisation de l'institution, également des garanties de transparence d'une élection apaisée. C'est le corps préfectoral qui, depuis l'indépendance, avait toujours organisé les élections. Certaines attitudes en 90, puis en 95, qui vont pousser le législateur à sortir l'élection comme matière, comme attribution du pouvoir exécutif pour l'envoyer maintenant dans une commission chargée des élections. C'est bien, vous êtes des énarques, de penser qu'il faut veiller à l'application de la loi, mais la loi est un moyen, la loi n'est pas un objectif. L'instrument juridique permet d'atteindre un objectif, mais ce n'est pas l'objectif. Donc il se peut faire que dans l'exécution de votre mission, que la loi contrarie l'objectif, mais vous l'adaptez. Cette rencontre est une aubaine pour la CEI. Dans le cadre de sa politique à l'éducation électorale, ne manque pas l'occasion de sensibiliser les populations. On change de sujet. Dans la peau d'un caïd, c'est le titre d'une production cinématographique de 90 minutes réalisée par l'Ivoirien Well Brown, un long métrage qui réunit des acteurs de renom comme Michel Gou, Adrienne Coutois, Jeanne Tessia, Walewale King. La ministre de la Culture et de la Francophonie était à la présentation officielle de ce film. Françoise Remarque a réaffirmé le soutien de l'État au 7e art. Serge Pacom, Didi, Franck Wadio. Dans la peau d'un caïd, Well Brown signe sa nouvelle production cinématographique, un thriller romantique avec un soupçon de trame de polar. C'est une histoire romantique entre une belle bourgeoise et un riche héritier avec son lot de drames et de suspense. On a voulu un peu montrer que dans la vie, tout le monde peut être amené à changer. Il suffit juste d'arriver à surmonter certaines épreuves qu'on rencontre. Et là, l'épreuve en l'occurrence était un peu mystique puisque bon, c'est de la comédie avec un caïd qui se retrouve dans la peau d'une femme et la femme qui se retrouve dans la peau d'un caïd. C'était un très bon film dans l'ensemble. Le jeu de l'acteur était magnifique. Chacun a su jouer son rôle. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Ce long métrage d'une durée de 90 minutes réunit des acteurs réputés et effectue allègrement le yo-yo entre plusieurs générations. Onagou Michel, Adrienne Coutoin, Jeanne Tessia, Walewale King, Anaïs Agnelli, Yves Dero et Carmen Yao, dite Sama, entre autres. Il fallait forcément avoir quelqu'un qui incarnait un peu cette jeunesse dorée, cet entrepreneur successful. Et bon ben voilà, je pense qu'ils ont pensé à moi. Et c'est un honneur pour moi d'avoir partagé l'écran avec des pointures du cinéma ivoirien. C'est un personnage assez atypique que j'ai eu à camper, ce que je ne fais pas d'habitude. Jouer en même temps le rôle d'un homme et puis après jouer dans la peau d'une femme, c'est assez particulier ça. Voilà, donc c'est ce qui m'a marqué dans le film.
Une avant-première qui a la caution de la tutelle. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, réaffirme le soutien de l'État au cinéma ivoirien. Le ministère de la Culture, le ministère de la Communication vous assure d'être toujours à vos côtés. Je peux vous assurer qu'avec la vision du chef de l'État, avec l'envie et le talent et votre force et votre courage et votre résilience, vous allez participer de manière significative à cette industrie cinématographique ivoirienne. Dans la peau d'un caïd est actuellement disponible en salle pour des projections grand public. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, moins 18 morts, dont 16 supplétifs de l'armée. C'est le bilan publié ce vendredi 20 janvier par des sources sécuritaires. Elles évoquent 2 attaques de terroristes présumées dans le nord et le nord-ouest du pays. Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes. La semaine dernière, une 60aine de femmes ont été enlevées près de Darbinda. Le ministre gabonais des Affaires étrangères est décédé à Libreville après avoir fait un malaise cardiaque lors du Conseil des ministres. Plusieurs membres du gouvernement et des proches bouleversés étaient à son chevet. Michael Moussa Damo, 62 ans, aux commandes de la diplomatie gabonaise depuis mars 2022, était un proche d'Ali Bongo. Le président gabonais lui a rendu un hommage sur Twitter. Il salue un véritable homme d'État, un ami loyal et fidèle sur lequel il a toujours pu compter. Pour Ali Bongo, c'est une perte immense pour le Gabon. Justement, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé ce télégramme à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Monsieur le Président et cher frère, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la disparition brutale de son Excellence M. Michael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangères, survenu ce vendredi 20 janvier 2023 à Libreville des suites d'un malaise cardiaque lors du Conseil des ministres. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour témoigner de notre profonde compassion et de notre solidarité à votre Excellence et au peuple frère gabonais. Je salue la mémoire de ce diplomate chevronné, grand serviteur de l'État et fidèle compagnon qui a su mériter votre confiance grâce à ses immenses qualités professionnelles et humaines connues de tous. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues, de même que ma sympathie dans cette dure épreuve. Très haute et fraternelle compassion, considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que juste après, donc ce 20h, vous aurez la rediffusion de Ça fait l'actualité relative à l'entrée en vigueur du permis à points. Invité Amadou Koné, ministre des Transports. Présentation Fatim Didier. Donc ce sera juste après ce journal, un journal qui est terminé. Et merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que si le baobab existe encore de nos jours, c'est qu'il n'a jamais cherché à résister au vent. Dieu le voulant, on se retrouve demain.